Bienvenue au rythme battant de l'oncologie gynécologique, présenté par le Regroupement des gynécologues oncologues du Québec, RGOQ. Avant de commencer, une brève note. Ce balado est soutenu par une subvention éducative sans restriction d'AstraZeneca. Le contenu, le choix des experts et les sujets abordés sont entièrement indépendants et les opinions exprimées sont celles de nos experts, sans aucune influence d'AstraZeneca. Cette discussion s'adresse uniquement aux professionnels de la santé et est présentée à titre informatif seulement. Elle ne constitue pas un avis médical et ne doit pas être sortie de son contexte. En écoutant, vous acceptez que ce contenu ne soit pas destiné aux patientes ni au grand public. Pour un avis médical personnalisé, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié. Maintenant, commençons et explorons le rythme battant de l'oncologie J'ai gynécologique. l'immense plaisir d'introduire une de nos collègues à Toronto et oncologue médicale, Dr. Stéphanie Lheureux, qui est bien connue, bien publiée dans l'oncologie médicale. Et donc, nous sommes très heureux de l'avoir aujourd'hui avec nous. Donc, bienvenue, Dr. Lheureux. Bonjour Et à aujourd'hui, tous, un grand merci d'être parmi vous aujourd'hui. Le sujet, on va parler des antibody drug conjugates, surtout dans le monde du cancer de l'ovaire platin sensible, mais on ne peut pas commencer cette discussion sans évidemment parler de la platine résistance et des nouveaux médicaments, notamment le mirvetuximab qui sera bientôt ici, on espère, au Canada. Donc, docteur Lheureux, comme on sait, au FDA, ça a été approuvé dans les cancers de l'ovaire platin résistant et ça s'en vient bientôt avec Health Canada. Par contre, on aimerait avoir votre opinion de comment vous voyez que le mirvetuximab sera incorporé à notre pratique dans le platin résistant. Et merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est en fait une étude qui est importante. Mirasol, l'étude Mirasol est une étude importante parce que malheureusement, la situation du cancer de l'ovaire platine résistant est malheureusement une situation qui est challenging pour les patients et pour l'équipe médicale, car malgré tous les essais qui ont été faits dans le passé, très peu ont montré un bénéfice en termes de survie globale. Donc, c'est quand même important de dire que cette étude a montré une improvement de la survie globale chez les patients avec le mirvetuximab comparé à la chimiothérapie classique qui était donnée seule. Donc, si on veut faire un résumé rapide de l'essai, c'était un essai de phase 3 qui sélectionnait les patientes. Donc, les patientes avaient un cancer séreux de haut grade qui était résistant aux platines avec la définition classique du cutoff de 6 mois. Et les patients étaient sélectionnés sur un critère très particulier du target, du folate récepteur. Et c'est important parce que il y avait une sélection importante sur ce critère avec une définition très spécifique. L'expression des folate récepteurs était faite par un laboratoire central, par IHC, et qui était définie par une intensité d'expression au moins à 2+, pour au moins 75% des cellules viables cancéreuses. Donc ça, c'est un critère très important pour sélectionner les patients qui vont bénéficier du traitement par mirvetuximab. Et ce critère est lié à la caractéristique du mirvetuximab qui target les folate récepteurs. Mm-hmm. Autre caractéristique clinique qui était importante dans cette étude, c'est qu'ils avaient exclu les patients qui sont définis comme réfractories et ils ont limité l'utilisation du mirvetuximab pour les patients qui avaient reçu entre 1 ou 3 traitements auparavant. Aussi, une importante note, c'est que les patients étaient autorisés à avoir reçu auparavant un PARP inhibiteur ou du bevacizumab. Et donc, cette étude de phase 3 a randomisé les patients entre le traitement par mirvetuximab versus le standard of care qui était soit weekly Taxol, soit Caelix, soit topotecan. Et quand ils ont comparé mirvetuximab par rapport à ce traitement standard, il y a une anomalation de la survie sans progression et aussi de la survie globale. Donc, c'est pour ça que ce traitement a été approuvé par FDA et qui est currentment sous review par Health Canada, mais qui devrait probablement être incorporé dans nos pratiques pour nos patientes.
C'est super. On a vraiment hâte ici au Québec surtout. Et donc, comment est-ce qu'on envisage faire le testing des récepteurs de folate? Est-ce que tous nos pathologistes devraient commencer à faire ça ou est-ce que ça devrait être plutôt centralisé? Alors, c'est vrai que c'est un critère important puisque c'était vraiment un critère qui a permis de sélectionner les patientes. Mais il doit être fait de façon très spécifique. Donc, par exemple, quand on a intégré BRCA testing pour nos patientes cancer séreux de haut grade, au début, ça a été centralisé et ensuite, après, ça a été implémenté dans différents centres. Je pense que c'est ce qui se passera également probablement au départ pour le testing des folate récepteurs parce qu'il y a vraiment ça repose sur l'expression et l'intensité. Donc, ce sont deux critères qui sont importants pour déterminer au folate récepteur expression. Donc, je pense qu'au début, ça sera probablement centralisé pour être sûr que ce soit validé et ensuite probablement implémenté dans différents centres. Mhm. C'est vraiment super et nous, en ce moment, on a les études cliniques dans le platin sensible, donc on commence un petit peu à connaître les effets secondaires, mais tout pour tout le reste du Québec. Est-ce que vous pourrez nous donner un peu de détails sur c'est quoi les effets secondaires spécifiques, puis comment on peut les gérer? Alors, le principe de l'ADC, c'est vrai que c'est essayer d'augmenter l'index thérapeutique par une meilleure administration du cytotoxique au sein de la tumeur, en utilisant justement le specific target. Donc, on va avoir des effets, des toxicités communes qu'on a déjà vues avec nos toxiques dont on a l'habitude, avec notre chimiothérapie classique. Donc, on va avoir la toxicité hématologique, on va avoir les nausées et vomissements, qui normalement, ça dépend les ADC et ça dépend la chimio utilisée, mais voilà, on reste avec les toxicités hématologiques et les nausées et vomissements qui parfois sont un peu moindres qu'avec nos chimios classiques, mais ça reste quelque chose qui est vu pour nos patients et qui a besoin d'avoir des prémédications spécifiques pour la nausée et vomiting. On donne en général des prescriptions pour éviter les nausées et les vomissements. Et il faut toujours vérifier la toxicité hématologique qui est vue. Mais dû à la caractéristique spéciale des ADC, il y a des toxicités qui sont vraiment spécifiques en fonction de l'ADC dont on utilise. Si on prend l'exemple du mirvetuximab, une des toxicités qu'on n'a pas l'habitude et qui vraiment demande une éducation du patient et de l'équipe, c'est la toxicité oculaire qui demande d'avoir un bon ami ophtalmo qui peut voir vos patients avant de débuter le traitement pour être sûr qu'il n'y ait pas une comorbidité sous-jacente qui peut en effet influencer la toxicité. Donc en effet, avant de commencer le traitement par mirvetuximab, votre patient doit être vu par un ophtalmologiste. Et ensuite, il y a des mesures préventives avec l'application de collyre plusieurs fois par jour que le patient doit s'administrer pour éviter la complication oculaire qui peut être vue. Donc, les patients peuvent reporter soit une vision un peu trouble, soit l'œil un peu sec ou ce qui a été vu aussi, c'est la kératinopathie qui peut être vue avec le mirvetuximab. Et c'est important d'avoir ces mesures préventives, mais aussi d'être alerté sur ces symptômes, parce qu'en général, quand on fait une pause du traitement, ça s'améliore. Donc en fait, c'est important voilà, d'être prévenu de ces effets secondaires parce que quand même, la vision, c'est quelque chose de très important. Donc c'est important dans ces cas-là de poser le traitement. En fonction de l'évolution et de la réponse au traitement, on peut éventuellement reprendre avec une réduction de la dose en fonction du grade de toxicité et de l'évolution. Mais c'est vraiment important à ce moment-là de faire une pause du traitement si on voit ce genre d'effets secondaires. Mhm. Là, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il va falloir qu'on comprenne est-ce qu'il faut donner une pause, est-ce qu'on peut gérer juste avec les gouttes. Donc, il y a des études en cours qui nous démontrent quelle goutte est meilleure versus une autre. Puis aussi, ouais, je suis un peu naïve. Donc, j'avais une patiente qui me disait juste comme anecdote, oh, mais j'ai pas conduit en 2 ans, puis finalement, je me suis rendu compte que je vois pas de loin. Donc, je dis, ah, c'est peut-être normal, mais finalement, si c'est nouveau, faut le considérer comme potentiellement un effet secondaire. Donc, c'est vraiment Et c'est intéressant. pour ça qu'il faut vraiment un examen au départ avant de commencer, parce que sinon c'est vrai que c'est difficile, parce qu'à l'âge de nos patients, parfois on peut aussi avoir la cataracte voilà, donc c'est vrai que c'est important d'avoir une assessment avant de commencer pour pouvoir distinguer et pour agir avant de commencer le traitement.
C'est intéressant aussi parce qu'il faudrait voir dans les études celles qui ont baseline justement des cataractes ou des problèmes. Est-ce que donner le MIRV, ça va vraiment empirer leurs symptômes? Donc, je pense que c'est vraiment excitant pour les patientes finalement dans le platin résistant d'avoir quelque chose ou de leur offrir plus de temps. Et puis, comme on sait dans tous les autres sites Tumoro, on essaie de ramener ça un peu plus tôt. Donc, on va se concentrer dans ce podcast sur les platins sensibles. Et là, il y a beaucoup de talks sur les ADC qui s'en viennent dans le platin sensible. Donc, est-ce que vous pouvez donner une définition de c'est quoi les ADC exactement? Oui, alors c'est important de savoir ce que c'est un ADC parce qu'il y en a tellement en développement et voilà. Et c'est vrai que c'est une nouvelle technologie qui s'en vient et je pense que c'est que le début. Donc l'ADC, le but, c'est vraiment d'augmenter l'index thérapeutique en améliorant la délivrerie du traitement au niveau de la cellule cancéreuse. Donc le principe, c'est la cellule cancéreuse, elle a souvent des récepteurs à la surface qui peut être targetée pour administrer directement le traitement à l'intérieur de la cellule cancéreuse. Donc l'ADC, il est au départ décrit par son antibody qui a une spécifique target sur la cellule cancéreuse. Donc, si on regarde en ce moment les ADC qui sont en développement, il y a énormément de targets en développement. Donc, celui qu'on connaît, dont on a déjà parlé, c'est le folate récepteur alpha. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le mirvetuximab a eu cette spécifique définition pour la sélection des patients, mais en fonction de la caractéristique de l'ADC, eh bien, certains ADC vont avoir une différente définition de comment tu sélectionnes sur l'expression du folate récepteur. Peut-être que certains ADC vont pas avoir besoin de cette définition du folate récepteur et qui vont inclure plus largement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau en fonction de cette caractéristique de comment tu targetes la cellule cancéreuse. On peut avoir différents niveaux de sélection. Une autre target qui est aussi en développement, c'est HER2. Et ça, on a vu par exemple avec TDXD, une phase 2 qui a montré en effet une réponse vraiment intéressante dans les cancers gynécologiques avec le TDXD. D'autres targets qui sont en développement, c'est TROP2, CDH6, B7H4, Claudin-6 as well, mesothelin, so tissue factor. So a lot of targets couramment en développement. Donc ça, c'est vraiment la première caractéristique de l'ADC, c'est quel est le target sur la cellule cancéreuse. Et donc, quand on regarde, il y a plusieurs options et qui sont en train d'être correctement en essai clinique. La deuxième composante très importante de l'ADC, c'est quel est le payload. Et donc, on a le payload qui est en général, pour le moment, qui reste surtout un cytotoxique, chimiothérapie. Ça reste une chimiothérapie cytotoxique pour le moment. C'est soit un inhibiteur de la tubuline, comme par exemple le mirvetuximab, mais il y en a d'autres qui développent le payload comme un inhibiteur de la topoisomérase 1. Donc ça, c'est important. Et quand on parle du payload, il y a le type de payload et aussi combien de payload est attaché à l'ADC. Donc c'est ce qu'on appelle le ratio, drug ratio. Donc au départ, c'était plutôt 4. Maintenant, on voit des ADC qui sont développés avec 8. Et ça, c'est toute une technologie pour être sûr que ce soit stable. Et ensuite, il faut que le target soit lié au payload. Et c'est ce qu'on appelle le linker, qui est aussi une caractéristique très importante. Est-ce qu'il est clivable, pas clivable? Parce qu'en fait, ça va engendrer des toxicités différentes. Ça va stabiliser ou pas l'ADC en circulation. Influence, par exemple, les toxicités off-target, on-target, on-site, off-site. Toutes ces caractéristiques, en fait, vont faire que l'ADC a une activité très spécifique et une profile de toxicité très spécifique aussi. Donc ça, c'est des caractéristiques qui sont très importantes à connaître quand on décrit l'ADC. Et c'est aussi important, je pense, pour la séquence des traitements parce que, par exemple, si on target le même target avec une séquence de traitement, est-ce qu'on va être toujours efficace? Ou est-ce que si on target avec le même payload, on sera toujours efficace? Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont importantes et qui vont émerger avec l'évolution des traitements. C'est tout ce qui est séquence de traitement et les mécanismes de résistance de l'ADC qui ne sont pas encore vraiment connus, les mécanismes de toxicité des ADC, donc qui est aussi quelque chose qu'il va falloir répondre dans les années à venir. Et par rapport à la toxicité, j'ai parlé du fait que la caractéristique de l'ADC était importante. Une autre caractéristique qui est
en ce moment discuter, c'est quelle est la dose exacte qu'on doit administrer aux patients. Et on voit que, par exemple, les essais cliniques en ce moment changent un peu dans le design. Il y a une sorte de phase d'optimisation de dose entre le risque de toxicité et bénéfice. Il y a beaucoup de questions sur comment optimiser la dose qu'on donne à l'ADC. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas avec les essais avant. Donc ça devient vraiment intéressant, puis aussi de choisir quel EDC qu'on peut donner, puis comme vous avez dit, dans quel ordre, ça va être vraiment intéressant. Et donc, est-ce que vous avez des marqueurs prédicteurs? Donc, comme on sait, dans le cancer de l'endomètre, on commence à avoir de l'expérience à essayer de cibler certains changements moléculaires pour un certain changement, mais dans l'ovaire, on parle souvent de soit le BRCA ou soit le HRD, peut-être le KELIM qui commence à s'intégrer en pratique. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres marqueurs prédictifs qu'on devrait utiliser pour sélectionner les patientes? Alors ça, c'est vraiment une question très importante et dont malheureusement, j'ai pas, la réponse. Si on regarde par exemple le développement de Mirvetuximab, on se rend compte qu'ici la sélection des patientes est vraiment importante sur l'expression et l'intensité d'expression du folate récepteur. Donc ça, on sait que ça c'était un marqueur important pour le Mirvetuximab. Si on regarde certains ADC qui sont currentment en développement, eh bien ils sont pas tous il n'y a pas tous une sélection sur le target. Parce que c'est vrai que le biomarqueur pour sélectionner les patients, le target paraît quelque chose d'important, mais en fonction de la caractéristique de l'ADC, eh bien, certains essais cliniques ne demandent pas forcément la sélection par rapport à ce biomarqueur lié au target. Euh, Pourquoi? Vous me dites, parce qu'en fait, il y a certains ADC qui, en effet, euh, quand l'ADC est délivré à la tumeur cancéreuse, il y a aussi un effet qui est lié aux cellules envoisinantes. Donc, c'est une sorte donc peut-être que en fonction de l'ADC, il n'y a pas forcément besoin de sélectionner les patients sur le target parce qu'il y a un effet lié aux cellules voisines qui induit la mort de cellules voisines par effet d'une cellule. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau et qui complique un petit peu du coup la sélection des patients parce que on n'a pas d'autres, à part pour le moment la sélection liée au target, on n'a pas d'autres marqueurs de réponse ou de résistance. Et c'est quelque chose qui sera très important à connaître par la suite. Quels sont les mécanismes de résistance aux ADC, puisque c'est quelque chose qui est nouveau et qu'on n'a pas vu actuellement chez nos patientes. Donc, comme on a fait pour les PARP, par exemple, pour les PARP, on ne connaissait pas forcément les mécanismes de résistance. Maintenant, on commence à les connaître. Et je pense que voilà, ça sera pareil. C'est des études qu'il faut faire. Quels sont les mécanismes de résistance à l'ADC? Est-ce que c'est lié au target? Est-ce que c'est lié au payload? Et donc, ça sera important pour rapport à la séquence des traitements par la suite. Mhm. Et c'est vraiment intéressant. Et aussi, l'autre chose qui est intéressante à discuter, par exemple, nous, dans le platin sensible, on l'aime bien ou ça nous plaît beaucoup comme chirurgien de potentiellement offrir la chirurgie. Dans mon centre, on est reconnu un peu comme un centre chirurgical. On fait beaucoup de chipport. Donc, en fait, les patientes nous demandent pour la chirurgie et dans le monde maintenant de l'immunothérapie, des ADC. Où est-ce que vous voyez le rôle de la chirurgie qui entrerait dans toute cette histoire déjà complexe? Alors, la chirurgie, c'est vraiment un point très important du traitement de nos patientes. Donc, je pense que c'est vrai qu'en première ligne, ça a déjà été très établi. La chirurgie avec nos tumeurs après la chirurgie est vraiment un facteur pronostic très important. Donc, ça, c'est déjà connu. Et avec les études récentes qui ont été publiées, la chirurgie doit être considérée à nouveau pour les patients qui sont en rechute sensible. Si la patiente peut être opérée à nouveau sans visible disease après la chirurgie, c'est quelque chose qui doit aussi être offert à nos patients parce que il y a potentiellement un bénéfice. Donc, je pense que la chirurgie en termes de rechute sensible est toujours quelque chose qui est important à considérer, en sachant voilà, qu'il faut vraiment avoir pas de disease après la chirurgie. Mais je pense que tout ce concept de platine sensible
on est encore, et sur nos essais cliniques, hein, on est encore sur cette définition très théorique du 6 mois par rapport au dernier Platinum administré. Mais je pense que ça va évoluer puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément basé sur la biologie, qui n'est pas forcément basé sur, c'est basé sur la réponse à nouveau du platine. Mais on voit qu'avec les nouveaux traitements qui arrivent, peut-être qu'à un moment donné, on va switcher et les ADC vont arriver dans cette situation de platine sensible. Et par exemple, on voit actuellement une étude qui est en cours, l'étude Gloriosa. Alors là, c'est pas switcher avec par rapport à la chimio classique, c'est plutôt en maintenance, où les patients qui étaient en rechute sensible ont été rechallengés par le platinum. Et après le platinum, les patients sont randomisés soit sur bevacizumab plus bevacizumab ou bevacizumab alone. Et donc ça, c'est une étude en cours. On n'a pas la réponse, mais on voit que la situation du platinum sensible va changer par rapport soit à la maintenance, quelle maintenance va être proposée, ou je pense potentiellement aussi switcher sur le concept de platinum. Et peut-être que ça sera le moment de donner d'autres traitements qui ne sont pas forcément platinum. Donc ça, c'est une étude, ça va beaucoup changer. Et ça a été aussi drivé par le fait que nos patientes ont maintenant un inhibiteur de PARP et qu'il y a eu toute cette question sur si les patients ont été exposés au PARP, quelles sont les réponses au platinum. Donc, si les patientes n'ont pas progressé pendant qu'elles étaient sur un PARP, la réponse au platinum semble être la même, sauf que s'ils progressent sur le PARP, peut-être que la réponse au platinum est moindre. Donc, d'où l'idée de peut-être faire un autre traitement à ce moment-là et revenir après sur le platinum. Donc, ça, c'est quelque chose qui évolue beaucoup parce qu'en fait, notre définition de platinum à 6 mois était avant l'ère où la chirurgie était faite au niveau de la rechute platinum sensible et cette définition était aussi avant les PARP. Donc, on voit que c'est vraiment tout un domaine qui est en train de changer. Et on voit par exemple JCIG qui a publié des recommandations où on disait que même peut-être on a cette définition de 6 mois, mais peut-être en fait à 3 mois, on pourrait éventuellement reconsidérer change of platinum. Donc on voit que ça change beaucoup et c'est là où la sélection des patientes va être importante et beaucoup de recherche est encore. On a vraiment besoin de beaucoup de recherche pour justement aider la sélection des patientes et d'idée quel est le best traitement à ce moment-là, parce que pour le moment, on manque un peu de ces critères. C'est ça exactement. Puis philosophiquement, comme vous avez dit, les termes, le vocabulaire, maintenant, ça change un petit peu. En endomètre, il y a les changements moléculaires, en vulve, en ovaire, comment on classifie la cytoréduction. Donc, je pense que classifier les patientes, ce sera moins défini par le mot platine ou le 6 mois. Donc, ça va vraiment changer. Puis, chercher vraiment des prédicteurs un peu moléculaires, je pense que ça va nous aider aussi. Donc, c'est vraiment un monde qui change vraiment. Donc, c'est vraiment, vraiment excitant. Est-ce que vous avez des pensées ou des mots finaux en lien avec les ADC dans le cancer de l'ovaire platine sensible? Oui, alors je réfléchissais juste par rapport, c'est vrai que par exemple, quand on voit dans ce qui se passe dans l'endomètre, où c'est vrai qu'il y a une classification qui est maintenant bien établie, dans le cancer de l'ovaire, alors on a fait cette distinction par rapport au départ à la pathologie. Quel est le type pathologique du cancer de l'ovaire? Donc le cancer séreux de haut grade maintenant a vraiment une entité très différente du cancer séreux de bas grade, par exemple, ou d'autres types de cancer de l'ovaire. Quand on regarde le cancer séreux de haut grade, on a maintenant cette définition BRCA ou pas BRCA, on a cette définition de HRD ou HRP. Le challenge du cancer séreux de haut grade, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mutations et c'est vraiment drivé par les copy numbers et l'hétérogénéité de ce cancer séreux de haut grade. Donc, c'est pour ça que peut-être la sélection des patientes est aussi un petit peu difficile et que plus de recherche est nécessaire pour sélectionner les patients parce que il y a cette hétérogénéité et ces copy numbers qui drive le cancer. Mais voilà, mais on voit qu'avec l'avancée de la science, de la technologie, en fait, on peut finir par sélectionner les patients. Donc, je suis optimiste que ça sera possible. Et concernant les ADC, je pense que c'est juste le début. Et beaucoup d'essais pour le moment sont faits avec les ADC, avec juste les ADC. Mais je pense que l'opportunité des ADC, c'est potentiellement en combinaison.
combinaison avec d'autres types de traitements, combinaison par exemple aussi avec d'autres molécules qui targetent le micro-environnement de la cellule cancéreuse. On sait que targeting potentiellement la vascularisation, on a vu voilà, avec le bevacizumab par exemple, c'est une combinaison qui peut être intéressante. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport au micro-environnement de le cancer de l'ovaire. Malheureusement, l'immunothérapie pour le moment n'est pas quelque chose qui est en routine pour le cancer de l'ovaire, mais je pense que voilà, si on continue à exploiter le système, tout ce qui est système immunitaire par rapport au cancer de l'ovaire, on va finir par trouver la clé. Et c'est là où toutes les combinaisons, éventuellement avec les ADC, pourront être intéressantes. Donc je pense que voilà, c'est juste, on a ouvert une porte avec les ADC qui est vraiment, on a déjà eu la première génération, mais il y a des nouvelles générations, on est déjà sur la troisième génération d'ADC. Voilà, je pense que c'est juste le début et que la technologie sur l'administration va encore évoluer et ça offre, voilà, les combinaisons en fait, ça offre la possibilité de combiner les traitements qui sont importants, surtout vers l'hétérogénéité du cancer de l'ovaire. Donc ça, c'est un point très important. Et après, l'autre question qui va vraiment venir, c'est la séquence de traitement. La séquence de traitement, c'est vraiment une question qui sera importante et qui n'est pas facile à répondre. Et c'est là où justement la recherche académique est aussi importante. Puis je pense, tu sais, pour un petit des dernières notes, nous, notre centre, et je pense que la communauté de gynéco-oncologie en général, ils sont bien motivés à cibler vraiment à chaque patiente la cible ou la séquence parfaite. Et je pense que dans mon axe d'intérêt, c'est surtout l'intelligence artificielle puis la carcinose. Et donc, il y a beaucoup de domaines d'études qui regardent pourquoi la distribution, même dans le cancer de l'ovaire, la distribution, les changements biologiques et utiliser le AI pour, prédire la distribution du cancer, leur biologie, leur behavior, puis surtout leur réponse probablement non seulement au PARP, là, il y a plusieurs études qui sortent, mais dans les ADC. Donc, on espère qu'on s'en va vers quelque chose de plus moléculaire, de plus ciblé pour les patientes, parce que c'est sûr, on veut qu'elles vivent longtemps et qu'il y ait le moins de complications possibles. Donc, sur ce, Et c'est vrai que la complication c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est important à connaître, les profils de toxicité des ADC, parce qu'on a parlé des toxicités du mirvetuximab, mais chaque ADC a son profil de toxicité. Et par exemple, si on prend un autre ADC dont on a discuté, targeting HER2, le 2DXD, une des toxicités qui a un spécial intérêt et à monitorer, c'est la pneumonitis. Et ça, c'est quelque chose qui a été vu dans les essais cliniques. Donc, c'est quelque chose, pareil, qu'on n'est pas forcément habitué à voir dans nos patients, dans nos pratiques actuelles. Mais c'est des toxicités qui ont été vues avec certains types d'ADC, la pneumonitis. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un scanner au départ. C'est aussi important après de monitorer les symptômes de nos patients avec éventuellement des essoufflements ou alors une toux qui est inhabituelle. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour les ADC qui ont été vus. Et c'est vrai que les ADC alors, peuvent donner, par exemple, l'alopécie, mais le taux varie en fonction des ADC aussi. Donc ça, c'est aussi quelque chose pour les patients, d'un point de vue de patient, qui est important à considérer et donc à connaître. bon, super, mais on est encore vraiment illuminé par votre présence et vos connaissances. Donc, je vous remercie énormément, Dr. L'Heureux, d'avoir été là avec nous et on espère avoir plus de collaboration et plus d'opportunités ensemble avec vous et au Québec. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'était un grand plaisir. Merci Merci de beaucoup. vous être joint à nous pour Au rythme battant de l'oncologie gynécologique. Nous espérons que l'épisode d'aujourd'hui vous a offert des perspectives précieuses. Pour plus de contenu et pour rester informé, visitez-nous à rgoq.ca. D'ici là, restez informés, restez connectés et continuez à faire avancer les soins aux femmes atteintes de cancer gynécologique.